sommes un peu penauds de commencer avec plus que le quart d'heure de retard coutumier, habituel, de rigueur. Donc bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Nous avons le plaisir pour la deuxième fois, la première fois c'était en 2013, d'accueillir Ahmed Hassid, qui est professeur à l'IFAM, à l'Institut Royal de la Culture à Mazir, président de l'Observatoire à Mazir des droits et des libertés, à la fois cheville ouvrière et j'ai cru comprendre aussi vibrion faisant pulser cet institut qui pourrait s'engourdir rapidement, comme d'autres instituts à Rabat, et qui est spécialisé en particulier dans la littérature orale à Mazir, le Hawash du sud-ouest marocain, en langue tachaléite en particulier, mais, comme vous le savez tous, qui est aussi un militant, en particulier sensibilisé à la question des minorités au Maroc, la minorité noire, depuis longtemps, et me rappelait-il tout à l'heure, avant même l'arrivée numérique de plus en plus importante des Africains subsahariens, minorité sexuelle, minorité religieuse, de là des prises de position, des interventions dans le débat public au Maroc qui lui valent beaucoup d'adversaires, en particulier au sujet de l'islam. Notre collègue et ami est, comme vous le savez, Fonsem s'était déjà mobilisé à son intention, il y a un an ou deux, l'objet depuis des années de menaces et même de fatwas d'imams salafistes. Et c'est peut-être l'occasion de vive voix de lui rappeler combien nous sommes solidaires de son combat pour la construction de la démocratie au Maroc. Quelles que soient nos convictions, quelles que soient nos opinions, nous savons que la liberté de pensée est un tout indivisible. Notre intervenant de ce soir est aussi, bien sûr, je crois que c'est quand même essentiel de le rappeler, l'auteur de plusieurs ouvrages, La Mazir dans le discours islamo-politique, vous retrouvez ça dans sa fiche Wikipédia, publiée en 1998, Questions d'identité et de culture dans le Maroc contemporain, 2002, Politique de gestion du fait Amazigh au Maroc, 2009, Lettre à l'élite politique, 2010. Je crois que sa voix est suffisamment forte et singulière pour que je me dispense de continuer à le présenter, et je suis heureux, en conséquence, de lui céder la parole. Merci. Merci, M. Rivet. Mesdames et messieurs, bonjour. Permettez-moi tout d'abord de remercier vivement et chaleureusement nos amis de Fonsem de m'avoir associé à leurs activités, de m'avoir invité pour débattre d'une question qui est actuellement au cœur de la réflexion dans tous les pays musulmans et même en Occident, la thématique islam et modernité. Et c'est une thématique en fait qui résume la problématique de la politique et de l'évolution de la société dans les sociétés musulmanes actuelles. En jetant un regard sur par exemple sur le Maroc, on va constater que aux côtés des grandes villes, il y a également des aspects du monde rural. On va constater qu'au sein du système éducatif, il y a des valeurs de la modernité, mais aux côtés des valeurs traditionnelles. On va constater également que les hommes dans la société musulmane acceptent que la femme travaille et qu'elle a un salaire, mais en même temps, ils n'acceptent pas qu'il y ait une modification du code de la famille ou qu'il y ait des acquis juridiques au profit de la femme. Donc il y a des contradictions. Et pour expliquer ces contradictions, islam, modernité, et répondre à la question est-ce que l'islam est compatible ou incompatible avec la modernité, il faudrait d'abord expliquer quelques éléments d'analyse et présenter pour enrichir le débat
des éléments d'analyse concernant quelques facteurs historiques du XXe siècle, parce que ces facteurs-là, ils sont décisifs pour comprendre ce qui s'est passé dans les sociétés musulmanes, au Maroc notamment, et pour comprendre également le traumatisme civilisationnel actuel qui a abouti à la violence et au meurtre et également au crime organisé au nom de l'islam et au nom de la religion. Les sociétés musulmanes ont connu en fait un processus de modernisation depuis le début du XXe siècle. Et il y a eu, bien entendu, l'époque coloniale en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, notamment les pays de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Et on peut repérer 4 éléments intéressants. D'abord, juste après l'indépendance, l'héritage colonial a été très mal géré. Et ça a été très mal géré parce qu'il y a des systèmes dictatoriaux se sont installés juste après l'indépendance. Des systèmes militaires, des systèmes de despotes, c'est-à-dire de pouvoir individuel, des systèmes oligarchiques, des systèmes religieux. Hein. Et bien entendu, ces systèmes-là ont bloqué le processus de démocratisation et de modernisation dans ces pays et ont formé autour d'eux des lobbies administratifs, politiques, économiques et même sociaux, religieux, pour se protéger. Et ces lobbies-là, c'est-à-dire empêchent la société d'évoluer. D'un autre côté, ces systèmes politiques ont instrumentalisé la politique dans le domaine, ont instrumentalisé la religion dans le domaine politique. Et cette instrumentalisation a empêché qu'il y ait une rénovation de la pensée religieuse dans ces pays-là. Quand on instrumentalise la religion dans le domaine politique, bien entendu, on se donne une légitimité religieuse à un système politique. Mais en même temps, on essaie d'imposer un mode de religiosité et on essaie d'imposer une interprétation officielle au texte religieux. Et c'est pourquoi il y a eu, c'est-à-dire de la part de la société, une réaction. Hein, et cette réaction, ça a été l'apparition de courants d'idéologies religieuses importées de l'Orient. Et on peut parler là de deux idéologies religieuses, notamment l'idéologie des frères musulmans de l'Égypte, qui est apparue en 1928, et l'idéologie religieuse wahhabiste qui est née en Arabie Saoudite depuis le XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle a connu, bien entendu, l'apparition du wahhabisme avec Mohammed bin Abd al-Wahhab, qui était un chef religieux et qui a coordonné avec un chef politique qui est Mohammed bin Saoud, le créateur de la dynastie Al-Saoud qui gouverne jusqu'à nos jours en Arabie Saoudite. Donc cette alliance entre le religieux et le politique en Arabie Saoudite a créé cet État de l'Arabie Saoudite. Et puis un autre facteur d'une grande importance, c'est la découverte du pétrole aux péninsules arabes et notamment en Arabie Saoudite. La découverte du pétrole a eu des conséquences c'est-à-dire négatives, parce que ce système politique a décidé de véhiculer un peu, c'est-à-dire d'exporter un peu cette idéologie sahraoui, hein, qui était isolée dans le péninsule arabe, de l'exporter un peu partout dans le monde. Et c'est ce qui explique que l'Arabie Saoudite a dépensé en 30 ans 87 milliards de dollars pour faire connaître le wahhabisme à travers le monde, même en Europe, en Amérique, et bien entendu les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord ont été touchés par cette idéologie fanatique. Il y a également, d'un autre côté,
l'apparition des frères musulmans en Égypte, c'était un facteur important, parce que avant les frères musulmans, c'est-à-dire la fin du 19e siècle, il y avait ce qu'on appelle la Renaissance arabe, ou arabo-musulmane, avec des penseurs, de nouveaux penseurs de l'islam, qui essayaient de rénover un peu la pensée religieuse. On peut citer Mohamed Abdou, on peut citer Abdurrahman al-Kawakibi, Jamal al-Din al-Afghani. C'était des gens qui essayaient de répondre à une question qui était posée à la fin du 19e siècle. Et cette question, c'était pourquoi les musulmans sont restés sous-développés et pourquoi les autres nations, les autres pays sont devenus des pays c'est-à-dire industriels et bien avancés. Pour répondre à cette question, ces penseurs ont essayé de repérer un peu les éléments ou les points forts de la civilisation occidentale. Ils sont arrivés à un résultat, c'est que si l'Occident est fort et bien avancé et bien développé, c'est grâce à la science et grâce également à la rationalité ou au rationalisme occidental. Donc, ils ont décidé également de rationaliser un peu la pensée religieuse et de l'humaniser. Et ils ont essayé également de s'ouvrir sur la science moderne, sur la connaissance scientifique. C'était très intéressant comme travail, c'est-à-dire intellectuel, qui a été fait par ces grands penseurs. Malheureusement, quelques années après, en 1927-28, l'apparition des frères musulmans a avorté tout ce projet, parce que les frères musulmans sont venus avec une autre logique. Et la logique des frères musulmans, c'est qu'il faut revenir en arrière, puisque les musulmans étaient très forts et c'est-à-dire ils ont connu une grande civilisation les 4 premiers siècles de l'Hégire. Donc, il suffit de revenir en arrière et de se baser sur la religion de nouveau et de s'attacher au Coran comme l'unique référentiel pour qu'on puisse avancer. Donc là, l'Occident est devenu, c'est-à-dire il incarne le mal pour les frères musulmans. L'Occident, c'est des pays qui sont avancés sur le plan technologique, mais sur le plan moral, ils n'ont pas de moralité, ils n'ont pas de valeurs, etc. C'est l'idée qui a été faite par Hassan al-Banna, le chef spirituel des frères musulmans, et qui a pu, c'est-à-dire être diffusé dans tous les pays de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. En 1928 et 1934, les frères musulmans ont réussi à créer 300 sections en Égypte. 300 sections. Et ça donne une idée sur l'ampleur de leur mouvement et de l'idée également qu'ils ont essayé de véhiculer depuis les années 20. Bien entendu, ces facteurs-là, ces 4 facteurs qu'on vient de citer, se joignent à d'autres éléments concernant la pensée religieuse musulmane. La pensée religieuse musulmane est liée à ce qu'on appelle al-fiqh, c'est-à-dire la jurisprudence musulmane. Et on peut citer quelques obstacles qui font en fait que les musulmans n'arrivent pas à accéder à la modernité ou bien à comprendre les enjeux de la modernité. Le premier obstacle dans la pensée religieuse musulmane, c'est que la jurisprudence à travers les 14 siècles a, c'est-à-dire imposé une idée à tous les musulmans. Cette idée, c'est la primauté de la religion sur l'être humain. Le fiqh musulman, c'est-à-dire la jurisprudence musulmane, est basée sur cette idée, la primauté de la religion. L'être humain vient après, mais l'essentiel, c'est d'appliquer les textes tels qu'ils sont. D'un autre côté, il y a un autre dogme, c'est que les musulmans se considèrent comme un groupe religieux cohérent. Et c'est ce que rejette l'idée de société. L'idée de société qui est une idée moderne est rejetée parce que les musulmans se considèrent toujours comme un groupe religieux, même quand ils sont en Occident, même en France, en Belgique, en Hollande, ils se considèrent comme un groupe religieux. Et d'où vient
la difficulté de l'intégration. Ils n'arrivent pas à s'intégrer dans une société moderne parce que, à partir de la religion, à partir des textes religieux, à partir de la jurisprudence musulmane, de fiqh, ils se considèrent comme un groupe religieux cohérent et, bien entendu, ils utilisent le mot al-jama'a. Al-jama'a, c'est le mot qui a été consacré par la pensée religieuse musulmane, et al-jama'a signifie le groupe religieux de musulmans, de croyants. Et c'est pourquoi ils n'arrivent pas, bien entendu, à comprendre les nouvelles notions de la société moderne, comme par exemple la différence, la diversité, le pluralisme, égalité, etc. Pour eux, c'est des concepts qui sont difficiles à intégrer à une société musulmane. D'un autre côté, il y a un autre problème, c'est que l'islam, tout l'islam a été réduit à la jurisprudence al-fiqh. Et c'est comme ça qu'on a transformé toute la religion à une notice de ce qu'un bon musulman doit appliquer quotidiennement. Le fiqh, c'est ça. Ce qu'on appelle le fiqh, c'est réduire tout l'islam en une notice. Et cette notice doit être appliquée à la lettre quotidiennement, ce qui a appauvri la pensée religieuse musulmane et ce qui a abouti également c'est-à-dire à la marginalisation des autres aspects de religiosité, notamment le soufisme par exemple, la littérature religieuse. Tout ça, ça a été mis de côté pour focaliser sur la jurisprudence et sur la pensée religieuse qui a réduit toute la religion à une notice qu'on doit appliquer quotidiennement. D'un autre côté, les musulmans considèrent que le passé est meilleur que le présent, parce que toutes les valeurs positives se trouvent dans le passé pour eux, et c'est ce qui explique également qu'ils n'arrivent pas à avoir une vision de l'avenir. Pour les musulmans, il faut toujours revenir en arrière pour avancer. Et à chaque fois qu'ils se heurtent à un problème, qu'il soit politique, ou civilisationnel, ou culturel, ils reviennent en arrière pour chercher les solutions. Pour cet esprit religieux, les solutions se trouvent toujours derrière notre dos et on doit revenir des siècles en arrière pour essayer de repenser les textes pour trouver des solutions. Et bien entendu, ce qui est absent là, c'est-à-dire d'attacher les textes ou de les lier à leur contexte historique. Et d'où vient également la marginalisation de l'histoire. Pour cette pensée religieuse, l'histoire, c'est quelque chose qui déçoit. Parce qu'il donne une idée ou une image, il fait une image du passé qui est une image réelle et que l'esprit religieux refuse de reconnaître. Et c'est pourquoi on fuit l'histoire, on n'accepte pas l'histoire, le discours de l'histoire. On préfère revenir au texte religieux parce que ça nous donne une image, une belle image du passé. Mais l'histoire, ça nous donne l'image réelle. Et cette image réelle, on n'a pas le courage de l'accepter. Et c'est pourquoi on refuse l'histoire des religions. C'est rejeté par les sociétés musulmanes. Et on refuse également même l'histoire. Dans chaque pays musulman, il y a une version officielle de l'histoire qui est imposée à tout le monde. Mais il n'y a pas l'histoire comme un domaine de recherche libre. Et c'est pourquoi on peut parler d'une histoire sous surveillance. C'est une histoire qui est surveillée par le pouvoir et parce que l'histoire est considérée comme, c'est-à-dire un moyen pour légitimiser le pouvoir politique. Et quand une version de l'histoire est liée à la légitimité politique d'un pouvoir, d'un système politique, on n'arrive pas à avoir la liberté de recherche dans ce domaine. D'un autre côté, il y a bien entendu, on essaie de donner aux textes religieux, que ce soit le hadith, les dires du prophète ou les versets du Coran, on essaie de donner un contenu, une explication qui est en dehors de l'histoire, c'est-à-dire en dehors du contexte socioculturel
de la première société où vivaient le prophète et ses compagnons. Lier les textes alors à leur contexte, c'est une question qui veut dire qu'on ne peut pas les appliquer aujourd'hui. C'est pourquoi l'esprit religieux salafiste préfère considérer que ces textes-là sont en dehors de l'histoire. Et c'est ce qui explique que les musulmans aujourd'hui essayent d'appliquer des textes en dehors de leur contexte, même s'ils sont devenus incompatibles avec la réalité actuelle. Et puis, il y a ce qu'on appelle en arabe dawab al-ijtihad, c'est-à-dire les normes de l'ijtihad, c'est-à-dire de la rénovation de la pensée religieuse. Il y a 1000 ans, les ulama, les fuqaha, les clercs, ont mis au point, c'est-à-dire des normes ou des règles pour expliquer les textes religieux. Ces règles-là sont devenues, à travers les siècles, sont devenues comme les textes religieux, c'est-à-dire sont devenues sacrées. Et quand des normes et des règles humaines deviennent sacrées, ça veut dire que la pensée ne peut plus avancer, ne peut plus être rénovée. Et c'est un problème fondamental aujourd'hui. Quand on demande aux religieux de repenser un peu les choses au profit d'une société qui se modernise, ils te disent, voilà, pour repenser ces choses-là, on a des normes, on a des règles qu'il faut absolument respecter. On ne peut pas relire les textes comme ça. Il y a des règles qui ont été mises en place il y a des siècles, il y a plus de 1000 ans. Et en revenant à ces règles-là, on arrive toujours aux mêmes solutions et aux mêmes résultats. Et c'est ce qui explique que la pensée religieuse musulmane, à travers le XXe siècle, n'a pas beaucoup évolué. Il ne peut pas évoluer parce qu'il recourt aux mêmes dogmes, aux mêmes règles, hein, et ils arrivent au même résultat toujours. Ils ne peuvent pas faire autrement. Parce que la vraie révolution, ça doit se faire au sein de ce système de pensée religieux, une réforme religieuse qui remet en cause ces règles et ces normes. Et malheureusement, tous ceux qui ont essayé de remettre en cause ces règles ont été ou bien tués, ou bien marginalisés. Je peux citer Ali Abdelrazak pendant les années 20, je peux citer Mahmoud Cheltout, je cite Mohamed Mahmoud Taha qui a été tué, qui a été condamné à mort au Soudan, je cite également Jamal Benna, etc. C'est des noms de penseurs religieux qui ont eu l'audace de revoir un peu ces règles, mais malheureusement qui ont été punis pour ça. Il y a un autre dogme dans la pensée religieuse qu'on enseigne même à l'école, c'est intégré au système éducatif dans les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, c'est que l'islam est considéré comme la seule religion authentique. Toutes les autres religions, ils sont fausses ou truquées. Et bien entendu, quand on considère que l'islam est la seule religion authentique, on n'arrive pas à accepter l'autre qui adopte une autre religion. Et d'un autre côté, on essaye d'imposer aux autres notre mode de religiosité. D'où vient l'intégrisme, justement, d'où vient le wahhabisme ou la pensée des frères musulmans. Les deux modes de religiosité fanatique sont basés sur cette idée, en fait, que puisque l'islam est la dernière religion, c'est-à-dire monothéiste, donc, puisque c'est la dernière, donc il faut supprimer ou gommer les autres religions et adopter uniquement l'islam. Considérer que l'islam est l'unique et la seule religion authentique a abouti également à un autre problème. C'est que les musulmans ne se penchent pas sur les autres livres saints. Ils ne connaissent pas le christianisme, ils ne connaissent pas le judaïsme, ni l'histoire de ces religions-là. Hein, ils ne connaissent que l'islam. Et quand on ne connaît qu'une seule religion, hein, et on croit que cette religion est authentique, bien entendu, on ne peut pas être tolérant avec les autres. Et c'est ce qui explique la situation actuelle.
un musulman intégriste qui vit en France, par exemple, il considère que tous les autres sont ou bien des mécréants ou bien des égarés. Et il essaye d'isoler ses enfants pour qu'ils ne fréquentent pas les enfants des autres. Il essaye d'avoir une vie à part. Et il pense à la jama'a, c'est-à-dire le groupe religieux cohérent et autonome. Et bien entendu, c'est pourquoi il considère que les valeurs de la République, en France, en Belgique, en Hollande, c'est des choses qui ne les concernent pas. Parce que le musulman intégriste, il pense à travers les dogmes de la pensée religieuse ancienne. D'un autre côté, il y a un problème qu'on a connu au Maroc, surtout dans l'enseignement. C'est que l'islam est présenté comme une solution globale de tous les problèmes, de tous les temps. L'islam, c'est un tout indivisible. Vous n'avez pas le droit de prendre une valeur ou de considérer que ça peut aller avec le temps, mais ça ne peut pas nous faire avancer, etc. Vous devez prendre l'islam comme un tout qui est indivisible. Cette idée-là, elle est destructive. Et c'est une idée qui est en fait un élément de blocage pour le processus de modernisation. Parce que, par exemple, si on prend le problème d'égalité ou l'inégalité des sexes dans le monde musulman, il y a des textes qu'on instrumentalise pour défendre l'inégalité des sexes et pour justifier que la femme ne peut pas être égale à l'homme. Ces textes-là, ils sont liés à d'autres textes. Comme par exemple le texte qui parle de la tutelle de l'homme sur la femme au sein de la famille, ce qu'on appelle Nidam al-Qiwama. Al-Qiwama, c'est un système juridique qui considère que, puisque c'est l'homme qui travaille en dehors de la maison, et puisque la femme, elle reste à la maison, l'homme, il a 4 femmes, ou 3, ou plusieurs, et c'est à lui revient la responsabilité de les nourrir. Donc, il est considéré que qawwam sur les femmes, c'est-à-dire il est responsable, il a la tutelle sur la femme. Alors, ce système-là, c'était dans l'époque du harem, c'est-à-dire la femme, il était interdit de sortir de la maison. Il y a un verset de Coran qui dit que les femmes doivent rester chez elles. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ, restez chez vous. Le message divin s'adresse aux femmes en leur disant restez chez vous, vous n'avez pas le droit de sortir de la maison, sauf quand il y a quelqu'un qui est décédé pour aller présenter les condoléances, ou quand il y a quelqu'un qui est malade pour le visiter. Donc, pour que la femme sorte de la maison, il doit justifier. Et s'il n'a pas de justification, il n'a pas à sortir de la maison. Et puis, il y a bien entendu l'accord du mari. Sans l'accord du mari, la femme n'a pas à sortir, même pour aller présenter ses condoléances, ou même pour aller visiter un malade. Donc ça, c'est le système de l'Qiwama qui gérait la relation homme-femme au sein de la famille. Aujourd'hui, on a une femme qui est dynamique, qui participe à toutes les activités, qui est juge, qui est ministre, qui est présidente de société, qui est présidente d'association, etc. Alors, ça gêne un peu l'activité de la femme aujourd'hui, gêne cet esprit religieux salafiste. Pourquoi? Parce qu'il considère que l'islam doit être pris comme un tout indivisible, et comme on le prend, quand on le prend comme un tout indivisible, on n'arrive pas à reconnaître le droit à la femme d'être active dans la société. Et c'est pourquoi, à chaque fois que les islamistes se sentent un peu forts, ils s'acharnent sur les femmes. Ils revendiquent carrément que la femme se retire des milieux publics pour rester à la maison, parce que c'est elle qui est responsable du chômage, du degré du chômage. Ça a été dit en Algérie, par exemple, par le fils. Le fils, quand il se sentit un peu fort, il s'apprêtait à participer aux élections, il a commencé carrément à dire, voilà, le chômage, on va régler le problème de chômage par
retirer les femmes du travail parce que ce sont elles qui de la maison. Donc ces gens-là, ils ne font en fait que recourir de nouveau au texte et à le fiqh, la jurisprudence musulmane. Il y a également un autre problème dans la pensée religieuse musulmane qui bloque le processus de modernisation, c'est l'idée de ce qu'on appelle un nasikh wal mansoukh. Nasikh wal mansoukh, c'est une idée qui a été inventée par l'un des ulama il y a 12 siècles et qui dit que, en fait, il y a des versets du Coran qui sont contradictoires. Au début, quand le prophète Mohammed n'avait pas encore d'armée, il y avait des versets de Coran qui étaient tolérants. C'est les versets de Coran qui étaient liés à la Mecque. Après, le prophète s'est déplacé vers la Médine. Il a eu beaucoup de gens qui l'ont soutenu, et puis il a eu une armée de 10 000 guerriers, et les versets de Coran ont changé. Après, les ulama sont venus dire, voilà, les versets de Coran de la Médine qui sont venus après, ce sont les versets qu'on doit appliquer. Mais les autres, ils sont dépassés. Alors que, en fait, les versets dépassés, c'est les versets de tolérance. Les versets où il y a un certain humanisme. Quand on dit nasikh wal mansoukh, ça veut dire qu'il faut supprimer ou bien oublier les textes tolérants pour les textes qui sont venus après. Quand le poète est devenu fort avec une armée, il a réussi à conquérir la Mecque, etc. Ça pose problème parce qu'on a devant nous un livre, le Coran, où il y a des versets qui sont contradictoires. Des fois, vous trouvez des versets de liberté, des fois des versets qui disent le contraire. Vous trouvez des versets de violence, des fois vous trouvez des versets de tolérance. Donc, aujourd'hui, quand on utilise ce qu'on appelle nasikh wal mansoukh, on est obligé de valoriser les versets de Coran qui sont venus après et d'oublier les versets de Coran de la Mecque qui sont en fait tolérants. Et ça pose problème parce que ça empêche le musulman, aujourd'hui, actuellement, d'intégrer une société moderne ou d'accepter les aspects de modernité ou les valeurs universelles. D'un autre côté, on a utilisé à fond le concept de spécificité religieuse. La pensée religieuse musulmane, aujourd'hui, face au monde moderne, il instrumentalise à fond ce qu'on appelle la spécificité religieuse, al-khusus islamique, la spécificité religieuse. On a une spécificité, on n'a pas à vivre comme les autres, on n'est pas obligé d'être comme les autres. Donc on a le droit de vivre avec nos valeurs. Mais le problème, c'est que ces valeurs-là sont incompatibles avec la société d'aujourd'hui, même la société musulmane. Parmi ces valeurs-là, par exemple, c'est que on ne peut pas accepter la liberté de conscience. On ne peut pas accepter qu'un citoyen choisit librement sa religion. Il faut le tuer quand il change de religion. Man baddala dinahu faqtuluhu. Celui qui change de religion, tuez-le. Et cette spécificité religieuse est devenue incompatible avec tout le processus de modernisation et a été instrumentalisée même par les États. Par exemple, le gouvernement marocain à Genève, quand il lui pose la question, c'est-à-dire la Commission des droits humains de l'ONU, quand on pose la question au responsable du gouvernement marocain, pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à appliquer les lois concernant l'égalité des sexes, le gouvernement sort, c'est-à-dire le carton de la spécificité musulmane. On est un pays musulman, on a une spécificité. Alors qu'en fait, cette spécificité, ce n'est que l'inégalité des sexes, ce n'est que c'est-à-dire cautionner la violence contre les femmes et la justifier. Et cautionner également le mariage des mineurs. En 2004, on était à 18 000 mineurs qui ont été mariés avant l'âge de 18 ans.
entre l'âge de 7 ans, 12 ans, 14 ans, 16 ans. 7 ans. On marie des petites filles de 7 ans, hein, dans des coins marginalisés. Aujourd'hui, on est à 39 000, en 2015. En 2004, on était à 18 000. Aujourd'hui, on est à 39 000, presque 40 000. Hein. C'est le double, ça a doublé. Et ça veut dire que, avec cette spécificité religieuse, on n'arrive pas à avancer. Hein. D'un autre côté, la violence contre les femmes a augmenté. Les 3 dernières années, même après la Constitution 2011, qui a consacré tout c'est-à-dire un chapitre pour les femmes, pour l'égalité des sexes, l'article 19 de la Constitution marocaine, il défend l'égalité des sexes, il défend même la parité, hein, il appelle à une instance de la parité. Malheureusement, c'est le contraire qui a été fait, même après la reconnaissance constitutionnelle de l'égalité des sexes. Donc, on a ces facteurs historiques dont on a parlé tout à l'heure. On a également ces éléments de réflexion concernant la pensée religieuse musulmane. Ces 4 facteurs, plus les éléments liés à la pensée religieuse, ça nous explique pourquoi, aujourd'hui, les musulmans vivent ce traumatisme. Je l'appelle traumatisme civilisationnel. Pourquoi civilisationnel? Parce qu'en fait, les musulmans n'arrivent pas à avoir, c'est-à-dire la capacité et c'est-à-dire la vision claire pour intégrer cette époque et pour participer à la civilisation actuelle. Et c'est ce qui explique que dans les sociétés musulmanes, il y a 2 mondes. Il y a le monde de modernité qui n'avance pas beaucoup, mais il y a également le monde du traditionnalisme. Au Maroc, par exemple, même l'État, il a un double visage. Il a un visage traditionnaliste et un visage moderniste. Le visage moderniste, c'est le roi avec un costume et une cravate, et le visage traditionnaliste, c'est le roi avec une djellaba, c'est le commandeur des croyants. Et pour maintenir des équilibres internes, on utilise les deux. On utilise le monde des modernistes pour contrer l'intégrisme, qui devient dangereux pour la monarchie, et on utilise le traditionnalisme pour bloquer le processus de modernisation, et on reste à chanceler entre les 2 mondes. Et ce n'est pas uniquement le cas du Maroc, mais c'est également le cas de plusieurs pays musulmans. Ils n'arrivent pas à trancher et à choisir définitivement ou bien la tradition pure, ou bien aller vers la modernité. Et c'est également enraciné dans les systèmes éducatifs, malheureusement. Parce que dans le système éducatif, on trouve des valeurs complètement contradictoires. Des valeurs de la tradition aux côtés des valeurs de la modernité. Par exemple, dans la même leçon, par exemple, pour les primaires, pour l'enseignement primaire, la leçon qui est intitulée « La famille », on appelle dans le premier paragraphe à se reproduire. On utilise une phrase du prophète qui dit qu'il faut se multiplier, il faut devenir très nombreux pour être puissant, pour faire peur aux autres. Mais le deuxième paragraphe, l'organisation de la famille. Et cette organisation, c'est moderne. Il faut avoir 2 enfants pour pouvoir les nourrir, etc. Alors, à la fin, l'enfant, qu'est-ce qu'il va choisir? Est-ce qu'il va choisir de se multiplier, d'avoir beaucoup d'enfants, 12, 11, etc. Ou bien il va choisir l'organisation moderne de la famille. En fait, il y a les 2 valeurs dans la leçon, et on les laisse comme ça, sans trancher, sans donner à l'élève le moyen pour qu'il puisse choisir. Donc on a affaire là à un monde vraiment chamboulé, bouleversé, déchiré, qui n'arrive pas à trancher définitivement, et ce qui explique la montée de l'intégrisme. Parce que l'intégrisme, c'est quoi en fait? C'est une consolation. L'intégrisme, ça donne à l'individu musulman la possibilité d'être fier de lui-même devant un Occident qui avance et qui nous humilie. C'est-à-dire
le développement de l'Occident est considéré comme une humiliation pour la personnalité musulmane, puisque le musulman ne peut pas atteindre ce degré d'évolution. Et donc la solution, c'est d'essayer de revenir en arrière pour trouver une consolation et pour dire, même si l'occidental, il est bien avancé sur le plan technologique, mais il va brûler en enfer. Nous, on va aller au paradis, on est de bons musulmans. C'est ce qui explique que le musulman qui vit en Occident, par exemple, il regarde avec beaucoup de mépris les autres. Il se considère comme quelqu'un qui est supérieur aux autres. Et l'intégrisme, depuis les frères musulmans, depuis 1928, il y a cette idéologie qui donne cette fierté aux musulmans, même s'il est dans une situation très, très détériorée. Voilà, ce sont les éléments que je voulais vous présenter pour le débat, et je serai vraiment heureux de vous écouter. Merci beaucoup. Qui est concis, qui est très clair et qui est très incisif, donc qui appelle un débat que je vous propose de faire progresser peut-être étape par étape, c'est-à-dire prendre le fractionner, c'est-à-dire prendre d'abord 3 questions de façon à permettre à notre conférencier de prendre son temps pour y répondre et puis de continuer palier par palier jusqu'à 20h si vous en êtes d'accord. Je peux parler oui. Je vais citer quelqu'un qui porte la contradiction de ce que vous dites. Et vous me direz ce que vous en pensez. Emmanuel Todd, dans un ouvrage édité en 2007, Le rendez-vous des civilisations, 2007-2008, il dit que les sociétés arabo-musulmanes vont inexorablement vers la modernité en prenant les 3 critères, à savoir baisse de la fécondité, augmentation de l'alphabétisme et disparition de l'endogamie. Et donc, à travers ça, moi quand j'avais lu cet ouvrage, je me disais, mais il y a quand même, il dit on va, qu'on le veuille ou pas, vers le modernisme, et en plus il cite les émissions à la télévision, etc. Or, et à ce que le discours que vous venez nous faire, que j'entends par ailleurs, me semble disproportionné par rapport à la thèse d'Emmanuel Todd, qui est géographe, et vous le savez. Merci pour votre brièveté. Deuxième question, mais votre densité, pardon. Monsieur, vous avez dit que les hadiths sont incompatibles avec la réalité d'aujourd'hui. Je voudrais que vous donniez des exemples concrets, s'il vous plaît, parce qu'une généralité sans exemple reste imprécise. Il y a une autre question, s'il vous plaît. Vous dites que l'islam cautionne la violence envers la femme. Moi, je voudrais que vous traduisiez à messieurs de l'assistance les versets suivants, en arabe, que je cite. وَجَعَلْنَا بِينَهُمَا مَوَدَّةً وَرَحْمَةً وَهُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَاشِرْهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحْهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. Tous ces versets exigent de l'homme le respect envers son épouse. Il demande que l'amour soit installé dans le couple. Alors comment vous dites que l'islam cautionne la violence envers la femme? Ce n'est pas vrai. Enfin, vous dites que l'islam, à l'école, on a chamboulé l'éducation islamique. C'est vrai qu'on en abuse, c'est vrai que le wahhabisme et le salafisme sont fanatiques, mais s'il vous plaît, à l'école, on ne chamboule pas l'éducation des enfants. On leur dit que la planification des naissances est introduite dans l'islam. S'il vous plaît. La planification des naissances existe dans le Coran. Je voudrais dire que l'islam, le Coran, est très mal compris, qu'il est mal interprété. Ça, c'est la clé. Je vous remercie. Merci. Troisième question, et on s'arrête provisoirement pour permettre à notre orateur de parler en gardant son souffle aussi. Oui, peut-être pour clarifier un peu votre discours, par rapport à la charia, vous n'en avez pas beaucoup parlé. Un certain nombre d'États, voire de mouvements politiques religieux, islamistes, prétendent que, bon, il y a un texte, il faut l'appliquer, point barre, il y a la charia, donc il faut s'y conformer, alors qu'en réalité, ce n'est qu'une réflexion d'une certaine période, comme vous avez dit tout à l'heure, d'il y a 1000 ans,
et que c'est en pleine, ça devrait, ça n'a aucune légitimité, même pour un croyant. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Oui. Alors, pour monsieur le premier intervenant, c'était le cas il y a 20 ans ou 25 ans. Vous avez tout à fait raison. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un contexte qui est nouveau. On a la montée de l'intolérance et on a la montée de cette idéologie religieuse qui règne de plus en plus. Au point qu'il y a des États qui essayent de revenir en arrière même en prenant en considération cette montée. Hein. Et c'est dangereux parce que, par exemple, au Maroc, il y a les autorités, depuis, ça fait 3 ans, qu'ils essaient de revenir un peu en arrière, hein, en justifiant qu'il y a le terrorisme. C'est-à-dire, même ce qu'on appelle aujourd'hui le terrorisme, il est instrumentalisé par les États pour bloquer le processus de démocratisation. Et c'est ça qui est dangereux. Donc, on a affaire à une situation vraiment spécifique. Mais ce que vous dites, c'était vrai. Hein, on allait vers la modernisation, même à travers le système de la pensée religieuse. Mais ça a échoué. Il faut reconnaître que ça n'a pas réussi. Pourquoi? Parce que les États musulmans n'ont pas encouragé une élite religieuse éclairée. Si on prend par exemple le Conseil supérieur des ulama au Maroc, il est présidé par le roi. En 2013, le ministre des Affaires religieuses a demandé l'avis du Conseil en ce qui concerne la liberté de conscience. Et le Conseil a répondu, celui qui change de religion, tuez-le. C'est le Conseil supérieur des ulama du Maroc. Et en 2013, et après 2 ans des révoltes et de 2011, c'est-à-dire de la révision de la Constitution, où on a reconnu les libertés, etc., etc. Ça explique quoi? Ça veut dire qu'on a affaire à un système politique qui considère que avancer, c'est devenu dangereux. Il faut reculer pour maintenir les équilibres internes. Donc, moi, j'ai parlé à partir de l'instant même, à partir de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Mais ça n'empêche qu'il faudrait absolument revoir comment on peut réussir une réforme religieuse de l'intérieur du système, parce que ça s'impose. Dans le monde musulman, on ne peut pas reconnaître toutes sortes de rénovations qui viennent de l'extérieur de ce système de pensée. Donc il faut absolument faire la même chose que ce qui a été fait en Occident. Avec la réforme religieuse est venue de l'intérieur même de l'Église. Chez nous aussi, il faut absolument qu'il y ait cette rénovation, mais qui vient de l'intérieur. Pourquoi? Parce que ça va être légitime pour la population et pour les élites. Alors, les exemples, j'ai donné beaucoup d'exemples, des versets de Coran, des hadiths qui sont incompatibles avec la réalité d'aujourd'hui, qu'on ne peut plus appliquer. Par exemple, toute la jurisprudence qui a été faite pour gérer la question de l'esclavage, on ne peut plus l'appliquer aujourd'hui, il n'y a plus d'esclaves. Quand on s'adresse à l'homme et on lui dit « vous avez le droit d'épouser 4 femmes et de coucher également avec ma malakat aymanukum ». C'est quoi ma malakat aymanukum? C'est dans le Coran, mais on ne peut plus l'appliquer parce qu'on ne peut plus acheter aujourd'hui des femmes. Ça ne se vend plus. Donc c'est une réalité qui n'existe plus. D'un autre côté, vous avez dit qu'il n'y a pas de violence. Attendez, monsieur, l'usage dans les conférences du Forcem... c'est un verset de Coran. Attendez. Non, monsieur, je voudrais mettre les choses au point. Vous avez déjà posé une question. Le débat ici, c'est question après question. L'orateur, le conférencier que vous voudrez, va vous répondre. D'autres personnes dans la salle auront certainement des questions à poser. Il y en a déjà une que j'ai arrêtée et qui sera le premier, bien entendu, à réintervenir.
je comprends que le sujet soit... comment dire, je ne veux pas employer le mot chaud parce qu'on le met à toutes les séances et que c'est vraiment un mot mal approprié. Le sujet est délicat, je le comprends très bien, mais c'est une occasion justement unique d'avoir du débat sur des sujets qui fâchent, sur des sujets qui divisent notre société, à la fois politique et notre société, notre débatting société, notre société qui a tout le temps à débattre. Donc je vous demande pour l'instant, vous aurez peut-être l'occasion, monsieur, de pouvoir réintervenir, mais je vous demande à ce que les questions soient posées les unes après les autres et au temps voulu, c'est-à-dire une fois que le conférencier aura répondu, en l'occurrence, aux 3 premières questions. Voilà, si vous voulez bien. Alors, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا. D'accord. Qu'est-ce qui a été adopté comme position officielle dans l'état religieux musulman? C'est que l'homme est autorisé à épouser 4 femmes. Est-ce que les ulama de 14 siècles n'ont pas vu ce que vous avez vu, vous? Ils l'ont lu, bien sûr, mais ils ne l'ont pas accepté. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris l'islam selon le contexte socioculturel dans lequel ils vivaient. Aujourd'hui, on se trouve dans un nouveau contexte qui est complètement différent. Alors, il y a un an, quelqu'un dans une radio privée à Casablanca prêchait en disant que voilà, j'ai reçu une lettre d'un citoyen qui dit voilà, de temps en temps je frappe ma femme. Est-ce que c'est légitime? Est-ce que de temps en temps je lui donne des coups de poing, etc. Et je ne sais pas si c'est bien ou non. Alors, qu'est-ce qu'il a répondu le frère? Il a dit, écoutez, frapper une femme, c'est l'éduquer. Et ça fait partie de l'islam. Wadribuhunna. Et il a même cité le verset du Coran. Wadribuhunna, frappez-les. Il a cité le verset du Coran. Et on essaie, puisque l'État du Maroc dépense des milliards dans des campagnes pour arrêter la violence contre les femmes, en disant non à la violence contre les femmes, eh ben le frère il a été obligé de se justifier en disant ce slogan non à la violence contre les femmes, c'est un slogan occidental qui n'a rien à voir avec notre culture. Et voilà, vous avez parlé tout à l'heure de la violence, voilà la violence qu'on justifie à travers les textes, en utilisant même les textes. Et on est en plein débat actuellement sur l'avortement au Maroc. On utilise des textes pour dire que la femme n'a pas le droit d'avorter, alors qu'il s'agit de son corps. C'est elle qui est responsable du bébé, c'est elle qui va devenir mère, c'est elle qui va élever cet enfant. Donc c'est sa responsabilité, elle, avant l'homme. Mais c'est les hommes qui parlent à sa place en disant, voilà, il n'a pas le droit d'avorter, il n'a que supporter et assumer. Alors que, donc, le débat continue au Maroc actuellement sur l'avortement, mais il est certain qu'il va y avoir une loi de l'avortement pour la première fois. Parce qu'il y a des années, l'avortement est interdit au Maroc, il est considéré comme quelque chose qui est haram, au sens religieux du terme. D'un autre côté, il y a tout un débat sur les libertés individuelles au Maroc. Et on instrumentalise des textes pour priver les individus de leur liberté. Même la liberté de la création littéraire ou artistique. Quand on considère que créer, même dans le domaine artistique, est quelque chose qui ne doit pas dépasser des limites, là, ça devient difficile à accepter parce qu'un poète ou un dessinateur ou un artiste peintre doit attendre d'abord qu'on lui trace ses limites, que les religieux lui tracent les limites pour qu'il puisse créer. Alors là, c'est inacceptable parce que dans le domaine de la littérature ou l'art, il n'y a pas de limite de la création. L'homme est libre de créer. Et puisqu'on est dans le domaine du symbolique, on a le droit de créer jusqu'à l'infini. Mais chez nous, il y a des religieux qui essayent de mettre des lignes rouges. Et ils utilisent des versets du Coran, ils utilisent également des dires du prophète pour justifier leur comportement. Voilà. C'est quoi la charia? C'est ce que j'ai appelé la pensée religieuse, tout simplement. C'est une pensée humaine qui a été faite par des humains, et qui a été
inventé dans un contexte donné, hein, dans un moment de l'histoire, qui était lié à des enjeux de l'époque, mais qu'on essaie d'imposer aujourd'hui à une société qui n'a plus rien à voir avec la société ancienne. Hein. Par exemple, en ce qui concerne la relation homme-femme, il était géré par le fiqh dans le cadre d'un partage de rôle. Il y avait un partage de rôle dans la charia. Le rôle de l'homme, c'est de travailler, hein, pour gagner de l'argent et pour nourrir une famille. Le rôle de la femme, c'est de rester à la maison pour enfanter et pour préparer à manger à cet homme. Donc le partage des rôles, c'était clair, charia. Mais ce rôle-là n'est plus acceptable aujourd'hui. Les ulama, au début du XXe siècle, quand on a commencé à appeler à la scolarité des filles, ils ont écrit, et on a les textes, hein, ils ont écrit que si jamais la fille rentre à l'école, ça va être une véritable catastrophe et toute la société va être chamboulée. Ils ont refusé. Mais finalement, dans le cadre c'est-à-dire dans l'époque coloniale, la fille a pu accéder à l'école et on a maintenu la même chose après l'indépendance et il y a eu la scolarité finalement qui a été généralisée pour les filles et pour les garçons. Et les clercs se sont tus, c'est-à-dire on ne parle plus de ça. Le droit de la fille à être scolarisée, hein, n'est plus discutable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement que Sharia, face à la réalité, quand quelque chose s'impose, il recule. Il recule. Au début, il s'acharne contre tout ce qui est nouveau. Même le thé, il a été interdit. Hein. Même le thé, il y a 3 siècles. On a des textes où les fuqaha musulmans ont considéré que le thé est quelque chose de dangereux qu'il faut interdire. Et ils l'ont interdit. Puis ils ont commencé avec la marchandise qui a commencé c'est-à-dire à être diffusée un peu partout, ils ont commencé à accepter petit à petit. Aujourd'hui, ce sont les plus grands buveurs de thé. Hein? Les religieux sont les plus grands buveurs de thé chez nous. Hein? Ben c'est comme ça. La charia, c'est de la pensée humaine, c'est une interprétation, c'est une lecture des textes dans un moment donné de l'histoire. Aujourd'hui, on a besoin d'une rénovation de la pensée religieuse, c'est-à-dire d'une charia pour aujourd'hui. On ne peut plus gérer les affaires des sociétés musulmanes d'aujourd'hui à travers la charia ancienne. Et ça, c'est l'un des grands obstacles pour le processus de modernisation. Alors, 3 autres questions. D'abord, Gilbert Mélier, qui me permettra de signaler la réédition de sa thèse, sa grande thèse, publiée il y a plus d'une trentaine d'années, chez Abdelrahman Bouchen. Donc, question. Première question sur les 3, sur la vague de 3. Oui, rapidement. Je pense que ce que vous nous avez exposé relève plus de l'islamisme idéologique que de l'islam en soi. Et l'islam en soi, je ne sais pas bien ce que ça veut dire. Il y a des musulmans, mais l'islam en soi, il faudrait en discuter. Bon. Je pense qu'il faut expliquer tout ce que vous avez dit par tout un passé, ce que Brodel appelait le temps long. Je me rappelle les manuels d'histoire algérien. Il y a eu une thèse qui a été faite là-dessus qui n'a évidemment jamais été publiée, où l'avis algérien Ahmed Tawfiq al-Madani ne disait jamais al-istirmar. Il disait al-istirmar as-salibi. Le colonialisme croisé. Donc vous voyez, le temps long joue beaucoup. Encore 2 remarques, et puis je vous laisse tranquille. Je crois que les tabous et l'obscurantisme ne sont pas du tout une spécificité de l'islam. Je peux vous dire que lorsque j'ai lu Marou, l'histoire de l'éducation dans l'Antiquité, et que j'ai vu comment étaient traitées les femmes à l'époque de Périclès, qui a fondé la démocratie, mais seuls les hommes étaient des citoyens, vous le savez, et qu'une femme qui sortait comme ça dans la rue à Athènes, elle n'était pas très catholique, si je puis ainsi m'exprimer. Et ça m'a fait penser, quand j'ai lu ça, à... Bon, je viens sur moi, à ma grand-mère de Briançon qui ne sortait jamais de chez elle sans avoir la tête couverte pour aller à l'église, autrement ça ne passait pas. Et enfin, dans ce livre, dans cette thèse sur l'histoire, dans les manuels d'histoire algérienne, excusez-moi, je connais mieux l'Algérie que le Maroc, est-ce que,
par exemple, on peut trouver, et la réponse est non, l'existence, il y a 1000 ans, il n'y a pas eu des fuqaha, il y a eu de grands philosophes, il y en a un que j'ai lu, dont j'ai lu l'an dernier, bon, en français, en arabe, à gauche, j'avais la traduction en français, Risalat al-Ghufran d'Abul Ala al-Ma'ari. Bon, quand vous voyez l'extraordinaire ouverture d'esprit de cet homme, il y a un millénaire de ça, hein, c'est lui il utilise couramment le terme de Mulhid al-Had, athéisme, lequel, d'après un de mes collègues de Nancy, n'apparaît en français qu'au XVIe siècle. Donc vous avez là quelque chose de tout à fait étonnant par rapport à ce que vous dites, et ça fait partie de cette période du summum, du zénith de la civilisation islamo-arabe. Et lui-même ne savait pas, il disait finalement ce monde est en décrépitude, il était d'un pessimisme effroyable, il disait finalement seul Dieu est parfait, la seule chose c'est que pour autant qu'il existe. Donc est-ce que les gens à l'heure actuelle au Maroc ou dans les pays musulmans connaissent ce genre de réflexion d'un niveau extraordinaire? Voilà, excusez-moi, Merci. Deuxième question. Merci. Monsieur, et oui. monsieur, au fond. Le Maroc investit des milliards pour former des imams un peu partout dans le monde, aussi bien des Asiatiques, des Africains. Ne craignez-vous pas justement de régénérer un nouvel islam encore plus conquérant que le premier? Et finalement, ne faut-il pas mieux laisser s'affaisser l'islam et faire revenir d'une certaine manière la vérité en avant de la scène politique et même socio-culturelle en Afrique du Nord? Oui. Troisième question. Enfin, moi, c'est pas une question du tout. Ben, d'abord, je vous remercie pour votre conférence et je comprends vraiment votre enthousiasme et votre vécu qui vous pousse peut-être à quelques excès. Parce qu'en fait, votre discours, finalement, c'est un discours de militant. Et en venant ici, je suis venu écouter une conférence intellectuellement, d'histoire, une approche plus zen, plus fondée quelque part. Ce militantisme vous a poussé à commettre quelques erreurs, en fait, quelques erreurs de langage. Par exemple, vous avez dit le musulman en France, il est hautain. Il regarde, enfin, c'est pas le musulman. Enfin, j'imagine que vous parlez de l'islamiste. Parce que c'est le musulman, enfin, c'est une insulte à tous les musulmans. Le musulman intégriste. Là, vous ne l'avez pas précisé du tout. Là, vous avez obscurci, en fait, vous avez forcé un peu le trait et présenté la société arabe comme une société schizophrène. Je ne comprends pas. En fait, le schizophrénisme de l'être humain en général, il est commun à toutes les religions. Un catholique va penser aussi que Ève descend de la côte d'Adam, alors que ce n'est pas vrai du tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Je crois que l'intégrité intellectuelle pousse à être un peu plus, ne pas rentrer comme ça dans des journalistes. Je comprends, c'est un discours militant, je le comprends, on peut y adhérer ou non. Ça, au niveau militant, peut-être, je peux comprendre, je peux vous soutenir, mais pas intellectuellement parlant. Voilà. Et autre chose, vous avez parlé de 40 000 épouses, adolescentes ou fois mineures au Maroc. Est-ce que c'est des chiffres officiels ou des chiffres... Sachant que le mariage en islam ne peut se contracter, j'allais dire, entre deux familles, un mariage religieux entre guillemets. Est-ce que vous parlez de ça? Est-ce que l'État doit mettre un muqaddam ou un caïd ou je ne sais pas quoi derrière chaque famille pour voir si ils sont mariés normalement? Enfin, c'est des questions qui m'interrogent. Moi, j'ai peur de rentrer au Maroc. Quand j'ai entendu ça, je dis, ça y est, le Maroc n'est plus le même. Vous avez parlé aussi de la djellaba de Mohamed VI en l'occurrence. Est-ce que la djellaba c'est un signe de passé, un signe traditionnel qui n'est pas entré dans la modernité, ou bien c'est une tradition entre guillemets vestimentaire qui a sa place dans le paysage marocain, tout simplement? Oui, merci. Alors l'islam en soi, ça existe. En fait, c'est les textes. L'islam en soi, c'est les textes. Mais en lisant les textes, on peut donner une interprétation qui est compatible avec le vécu, avec le réel, avec la modernité, mais on peut également faire une lecture qui est contradictoire avec, le sens même de l'histoire. Donc l'islam en soi, ça a toujours existé, ça ne pose pas problème.
pour moi, ça n'a jamais posé problème, l'islam en soi. Mais ce qui pose problème, c'est les interprétations et les lectures. Et je suis vraiment navré de vous dire que les lectures qui règnent, hein, c'est des lectures qui sont incompatibles avec le processus de démocratisation et de modernisation. Je parle des pays musulmans. Et c'est ce qui explique justement le blocage. Pourquoi ces pays n'ont pas beaucoup avancé. Et pourquoi même, il y a des fois qu'on revient en arrière. En Irak, par exemple, le code de la famille de 58 est supprimé maintenant. Et entre 15 et 20 femmes sont tuées chaque mois à cause du côté vestimentaire, à cause des habits. On tue 15 jusqu'à 20 femmes chaque mois, hein, en Irak. Et tous les droits qui ont été acquis depuis 58 ont été supprimés. Et on revient en arrière 14 siècles. Hein. Ça se passe en Irak aujourd'hui. Hein. Et c'est basé sur des textes, c'est basé sur des lectures. Hein. En ce qui concerne l'épanouissement de la civilisation musulmane, ça s'est passé réellement les 4 premiers siècles, hein, entre le 1er siècle de l'Hégire et le 4e. Et c'était dû à la traduction. C'est-à-dire, un calife qui est Abdullah al-Ma'moun, qui est le chef de l'État religieux musulman en Irak à l'époque, avait décidé de traduire tout le patrimoine gréco-latin en arabe. Et c'est comme ça que les musulmans connaissent les mathématiques, la géométrie, la philosophie grecque. Et c'est comme ça qu'il y a eu toute une nouvelle génération de penseurs dont vous avez parlé. Hein. Il y avait Avicenne, Farabi, Averroès, etc. Il y avait les grands poètes comme Ma'arri, comme Abou Nouas, etc. Il y avait un certain épanouissement, une certaine ouverture sur le monde. Mais malheureusement, depuis le milieu du IVe siècle, on a commencé à se renfermer sur nous-mêmes avec les écoles, ce qu'on appelle Madaris Nidamiya, les écoles du vizir Nidam al-Mulk, qui avait décidé finalement d'arrêter toute rénovation de la pensée religieuse et de considérer que l'islam, ça y est, il est là, il est complet, on ne peut plus rien ajouter. Et c'est l'époque qui a connu Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, qui a théorisé pour cette époque-là et pour la fermeture, c'est-à-dire du raisonnement logique. Et depuis, on a commencé à entendre les ulama qui disent Man tamantaqa zandaqa. Celui qui pense logiquement, il devient mécréant. C'est-à-dire, il ne faut pas penser logiquement, il faut uniquement lire les textes et les appliquer tels qu'ils sont. Ça a commencé à la fin du IVe siècle de l'Hégire. Donc il y a eu un problème, il y a eu un épanouissement dû à l'échange civilisationnel. Hein. Claude Lévi-Strauss l'a toujours redit, hein, une civilisation s'épanouit avec l'échange et avec l'ouverture et se tue dans l'isolement. Hein. Quand il s'isole, il se tue. Et c'est ce qui s'est passé pour la civilisation musulmane. Après le IVe siècle, hein, on s'est renfermé sur nous-mêmes, puis il y a eu la décadence, ce qui explique le soufisme. Après, puis les zaouïas, etc. Les gens ont commencé à se regrouper autour des zaouïas et à essayer de s'isoler dans des expériences spirituelles, ésotériques, etc. Et puisque Madame qui a pris la parole tout à l'heure a parlé de la science, qu'il va nous parler de la science chez les musulmans, eh bien, Averroès était la dernière personne, hein, le dernier penseur qui a tiré l'alarme en disant, voilà, pour rester, c'est-à-dire sur le même niveau de civilisation, il faut absolument garder le raisonnement logique et s'ouvrir sur la science et sur les raisonnements scientifiques. Averroès a été repris par l'Occident 4 siècles après. Pendant 4 siècles, il a été lu et relu. Mais malheureusement, chez lui, on a brûlé ses livres à Marrakech et à Granada, hein, et à Cordoba. Hein, Cordoba. Il était Qadi al-Qudat, il était le grand juge de Cordoba. Il a été, c'est-à-dire
rejeté par la population et on a brûlé tous ces livres. Alors cet homme-là va être un cadre référentiel pour l'Occident, pour les Européens, pendant 4 siècles après. Mais chez les musulmans, il a été rejeté seulement parce qu'il a dit qu'on peut arriver à la vérité, à découvrir la vérité à travers le raisonnement logique uniquement, sans recourir aux textes religieux. Et les clercs ont refusé en disant que l'unique vérité qui existe, c'est la vérité religieuse, et on ne peut jamais arriver à la religion que par la voie religieuse et par le raisonnement religieux ou bien la pensée religieuse. Voilà donc, malheureusement, ce qui s'est passé, c'est un déclin. Hein, et après 8 siècles, les musulmans se sont réveillés avec l'arrivée des armées des colons, hein, et ils ont connu le protectorat, ils ont connu l'ère coloniale, et après l'ère coloniale, après l'indépendance, au lieu d'aller de l'avant, ils ont reculé parce qu'ils se sont heurtés à plusieurs problèmes. Et Abdullah al-Harwi, il a dit lui-même, il a dit à chaque fois que le musulman se heurte à un obstacle, il revient en arrière vers le passé pour chercher des solutions. Et c'est ce qui explique le salafisme. Parce que le salafisme, c'est quoi? Ça vient de salaf. Et le salaf, c'est les ancêtres. C'est les générations passées. Donc le salafisme, c'est de revenir en arrière pour chercher des solutions dans le passé. Alors, la formation des imams au Maroc, c'est un enjeu stratégique régional pour le régime marocain. Mais ça se passe dans le cadre d'un plan occidental, un plan américain. Et même la France, elle est convaincue de l'importance de cela. Le Maroc considère que la monarchie marocaine, qui joue un rôle de maintien d'équilibre interne et qui maintient également un islam modéré, c'est-à-dire qui le finance et qui l'adopte, peut devenir un cadre référentiel pour former des imams de la région. Et l'institut, cet institut a déjà commencé. Il a été instauré à côté de l'IRCAM, de l'Institut Amazir, à Rabat, et il a commencé à former des imams, notamment de l'Afrique subsaharienne et de quelques pays maghrébins. Alors, un islam modéré, c'est quoi exactement? Pour moi, un islam modéré, ça doit se montrer d'abord dans les lois. C'est-à-dire, il faut revoir le code pénal marocain si on veut avoir un islam modéré. Avec le code pénal actuel, on ne peut pas parler d'un islam modéré. Parce que le code pénal actuel, il interdit le Marocain à choisir librement une autre religion. Il est puni. Il interdit le Marocain à manger pendant le Ramadan, quand il a ce choix, quand il n'est pas convaincu. Hein. Il est puni, 6 mois de prison. Hein. Donc, je ne sais pas ce que c'est qu'exactement l'islam modéré. Hein. À mon avis, l'islam modéré, c'est un islam, c'est une nouvelle lecture qui essaie d'adapter les textes religieux à la réalité actuelle. L'islam modéré, c'est ça. Mais pour que ça soit fait, il faut que ça soit autorisé par les autorités. Les autorités n'arrivent pas à trancher. C'est-à-dire ils gardent la même stratégie de jadis, c'est-à-dire aller et venir entre les deux mondes, modernité, traditionnalisme. Et donc, puisqu'on n'arrive pas à trancher sur le plan politique, je crois que ce sera difficile, vraiment difficile, de parler d'un islam modéré et de former des imams. Donc, dans la Constitution, il faut qu'il y ait cet islam modéré, hein, en reconnaissant toutes les libertés du monde moderne, et également la liberté de conscience. Dans la Constitution marocaine, on ne reconnaît pas la liberté de conscience. C'est vrai que la commission de révision de la Constitution avait formé une phrase où il parlait de la responsabilité de l'État de protéger la liberté de conscience. Mais malheureusement, cette phrase a été supprimée les 2 dernières semaines avant le référendum. Donc, un pays qui ne reconnaît pas dans sa constitution les libertés
et les droits élémentaires du citoyen, ne peut pas se vanter de former les autres en un islam moderne. Alors, ce qui est militant et ce qui est académique, etc., en fait, ce que je vous ai présenté, c'était le fruit d'un travail de longue haleine, un travail académique. Mais la manière de le présenter, je l'ai présenté à partir de la situation dans laquelle on se trouve, tout simplement. Et je crois que c'est-à-dire pour un débat, c'est-à-dire qui est lié à la conjoncture et à la situation actuelle, il faudrait dire les choses comme ils sont. Et je ne crois pas qu'il y a d'excès dans ce que j'ai présenté. Il n'y a pas d'excès. Et s'il y a d'excès, on peut en discuter. Et je peux argumenter. Il y a des confusions dans le vocabulaire. Non. Parce que vous avez parlé, par exemple, le musulman. Enfin, je parle de quel musulman en France. Ça, par exemple, ça... Non, ça c'est clair. Moi, je comprends. Vous avez tout à fait raison. À la rigueur, je comprends bien ce que vous dites. Mais quelqu'un qui vient à Lyon, qui n'a jamais vu le Maroc, peut dire, mais finalement, le musulman est hautain, alors parce que son voisin a une barbe, il lui fait peur, alors du coup, tous les musulmans sont hautains, sont orgueilleux, tout ça, sont le droit. Vous avez la Je propose qu'on garde la méthode qu'on a adoptée, c'est-à-dire... Vous avez tout à fait raison, mais je parle du musulman intégriste. Pourquoi? Parce que les premiers musulmans qui sont venus, par exemple, en France, la première génération d'immigrés, on les appelait les invisibles. C'était des invisibles, c'était des gens qui vivaient en France, qui travaillaient, mais qui travaillaient pour le pays. Mais qui étaient invisibles parce qu'ils n'avaient pas de revendication. C'est des gens qui faisaient leurs prières chez eux, mais qui ne dérangeaient pas l'entourage, ni le milieu public. La deuxième, la troisième génération, ça a beaucoup changé, il faut reconnaître que ça a changé. Le Marocain de genre immigré aujourd'hui, la troisième génération qui a la nationalité, il a des revendications. Mais ces revendications-là ne sont pas compatibles avec les principes et les valeurs, il faut le dire, de la République. D'où vient le problème? Je ne parle pas du musulman, mais je parle du musulman qui a été encadré par les deux tendances dont j'ai parlé dans mon exposé. Les deux tendances, c'est les frères musulmans, Égypte, ou le wahhabisme international. Et aujourd'hui, avec des réseaux de financement colossaux, on arrive à encadrer un grand nombre de la jeunesse des familles musulmanes en Occident. J'étais en Hollande, par exemple, à Rotterdam et à La Haye, à Den Haag. On m'a dit que 173 jeunes, filles et garçons, sont partis en Syrie, alors qu'ils n'ont pas encore 18 ans. 173. Et 32 parmi ces 173 ont trouvé la mort, déjà. Alors, qui est-ce qui les a envoyés, ces 173? Et puis, il y a une rencontre qui a été organisée à Den Haag, où ils ont réuni 2000 personnes. Ils ont fait appel à 8 personnes qui sont venues des pays musulmans pour prêcher devant les 2000 personnes de Den Haag. Mais pour dire quoi? C'est des théoriciens de l'intégrisme, c'est-à-dire des salafistes. Ça explique quoi finalement? Ça explique qu'il y a la montée de l'intégrisme. Et moi, ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est pourquoi. Qu'est-ce qui justifie cette montée de l'intégrisme? Et ça n'empêche pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bons musulmans qui ne sont pas intégristes, qui sont tolérants, etc. Ça existe. C'est même la majorité. Mais malheureusement, on a affaire à une minorité active face à une majorité qui est dispersée, qui est inactive. Et finalement, c'est la minorité active qui représente l'islam aujourd'hui. En absence, bien entendu, d'une majorité qui est c'est-à-dire invisible et qui ne parle pas, qui ne s'exprime pas. Même au Maroc, les intégristes, c'est une petite minorité. La majorité des Marocains ne sont pas des intégristes. Mais malheureusement, la minorité intégriste, elle est active. Elle est active dans le milieu public, même dans les institutions, avec le PJD. Ils essaient de bloquer. Comment expliquez-vous que le gouvernement marocain, après 3 ans de la Constitution 2011, il n'arrive pas à
activer ou à réaliser l'article 19 de la Constitution concernant l'égalité des sexes. Rien contre la violence déjà. Et diminuer un peu la violence contre les femmes. C'est le contraire qui s'est passé. Parce qu'il y a un parti islamiste qui préside le gouvernement. Et il bloque. Parce que pour lui, si jamais on a l'égalité des sexes, si jamais la violence contre les femmes diminue, ça veut dire qu'il a perdu. Qu'il a perdu face aux laïcs et aux modernistes. Alors, vous avez parlé des chiffres, vous avez posé des questions. Vous êtes, c'est-à-dire, les 39 000, c'est des statistiques officielles qui ont été déclarées par le ministère de la Famille. Mais les spécialistes disent que c'est beaucoup plus que ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des mariages des mineurs qui se passent en dehors des institutions, qui se passent bil Fatha. Et ça fait pas partie, c'est pas calculé, ça fait pas partie des chiffres officiels. Et ça veut dire que ça peut être beaucoup plus que ça. Donc on était à 18 000 en 2004, aujourd'hui on est à 39 000, les statistiques officielles. Mais pour le mouvement féministe, la situation est beaucoup plus catastrophique. Dernièrement, j'ai invité à la télé, à la 8e, j'anime une émission télévisée, j'ai invité une dame, la télé Tamazirt, j'ai invité une dame qui travaille dans ce domaine, c'est-à-dire le domaine de l'enfance rurale, et il combat le mariage des mineurs. Et elle a présenté elle-même toutes les statistiques officielles à la télé, et c'est ce que j'essayais de vous transmettre. Alors, il reste 4 questions. Attendez, je pense quand même qu'on va d'abord privilégier le caméraman. Ça fait 1, j'ai vu 2, 3, 5, 6, vous avez déjà parlé, monsieur, je suis désolé. 6 questions. Bon, alors... Ça, c'est une petite question. Quand vous mariez à l'âge de 7 ans, c'est promis plutôt, non? Mais c'est pas consommé le mariage. Ça, c'est une question. Alors, il va la reprendre, monsieur, parce que je connaissais un ami marocain. Et je posais la question parce que monsieur a dit que... Mais je peux pas parce qu'il faut que je fasse les images. Vous pouvez vous déplacer. Non, mais déplacer. Pas moi. Parce qu'après, je mets ça, il y a des milliers de personnes qui le voient. Je pense que c'est une priorité. Si vous voulez vous déplacer. Au point de vue, le fondamentalisme... Des brefs, s'il vous plaît. Oui, oui, oui. Est-ce qu'il n'est pas aussi lié à l'injustice qui se passe au Moyen-Orient? J'étais en Irak, comme vous disiez, dans les années 90, c'était le pays le plus laïque des pays arabes. Et vous dites, maintenant il y a des femmes qui sont tuées. Je suis passé par la Palestine, j'ai vu ce qui s'y passait, toute une population enfermée, ciel ouvert. Et quand je vais de l'autre côté de la Méditerranée, et je discute avec des gens, je ne vais pas dire musulmans, arabo-musulmans, ben, ils vous disent, ouais mais la justice, regarde ce qui se passe là-bas. Et est-ce que justement ce comportement indirect des grandes puissances alimente pas un terreau qui fait que ben, ça aide le fondamentalisme? Il ne se nourrit pas de ça aussi? Alors, première question. C'est tout. On va remonter, je ne vois pas comment on peut faire autrement. Deuxième question, madame. Voilà, j'aimerais avoir votre perspective, même courte, sur la pensée véhiculée par le soufisme et l'islam dit populaire. Alors que la philosophie soufie iranienne vivante est reconnue comme telle, le soufisme au Maghreb est réduit aux pratiques des confréries et tout caractère intellectuel lui est nié, même si Ibn Arabi a porté la tradition d'Abou Médiane et d'autres à des sommets encore vivants aujourd'hui. Merci. Merci. Troisième question. Moi, je partage assez globalement l'analyse qui a été proposée. Effectivement, nos sociétés arabo-musulmanes et le Maroc en partie, enfin, puisqu'on parle du Maroc, c'est vraiment l'enjeu, c'est des sociétés qui sont vraiment en transition à la fois vers la démocratie, vers la modernité. Et on a ce constat paradoxal qui est en fait à la fois, on a des sociétés qui sont de plus en plus sécularisées, concrètement, à la fois en termes d'évolution sociologique, de l'évolution de la structure familiale, des rapports entre les hommes et les femmes, la place du travail, des femmes qui travaillent. Donc on a une évolution considérable de nos sociétés
qui sont de plus en plus, qui fonctionnent de plus en plus selon un modèle qui n'est pas foncièrement traditionnel. Et en même temps, on a une réaction qui est très forte d'un retour vers le religieux, d'une place de plus en plus significative de l'islam dans la sphère publique, dans l'espace public. Donc effectivement, c'est vrai que c'est un constat paradoxal et qui peut dérouter un observateur de l'extérieur. Alors, il est vrai que vous appelez en même temps d'une rénovation de la pensée religieuse qui vient de l'intérieur. C'est une des voies, mais la question moi, que je me pose, c'est aussi quelle est la structuration du champ des élites modernistes, laïques, et c'est vrai que leur parole elle est de plus en plus dispersée, elle est de plus en plus faible. Vous avez cité notamment cette question la question de la liberté de conscience quand elle s'est posée, quand il y a eu le draft de la Constitution qui a commencé à circuler et qu'au départ qui prévoyait une petite ouverture, et très très vite cette ouverture s'est tue dès que les PJD a fait de cette question une sorte de, on va dire, de préalable. S'il y a une formule de la liberté de conscience qui est actée dans la Constitution, eh bien, il va appeler à voter contre cette Constitution, et du coup, on a fait marche arrière très 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 vite. Donc c'est vrai, c'est que ce champ des modernistes, enfin, cette élite moderniste, on l'entend de moins en moins, et c'est vrai que sa parole, elle est très peu audible, et à l'intérieur du Maroc, et à l'extérieur. Merci. C'était un commentaire sur l'intervention de Ahmed Hassid. Une question, mais je pense que tout le monde... Non, mais la question, elle porte sur les modernistes, ils sont où? Voilà. Alors, quatrième question, je remonte en haut. Je voulais donc remercier le conférencier de son intervention, et ça donne une parole beaucoup plus aux intellectuels de pouvoir s'exprimer sur ce problème qui nous touche maintenant presque tous. Et moi, je voudrais juste poser une question par rapport à l'histoire de l'islam, qui est passée par une période aussi cruciale, notamment l'assassinat de tous les califes qui ont succédé à Mahomet. Est-ce que cette période-là ne vous fait pas rappeler la période qu'on vit actuelle? Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre pratiquement la même période qui se régénère quelques siècles après? Et je vous remercie. Merci. Juste devant vous, vous vouliez poser une question, monsieur? Non, alors je me trompe. Alors, derrière, avant deux choses, je tiens en beaucoup à remercier Ahmed Saïd, et puis en même temps saluer son courage face aux demandes que vous faites soit qui nous visent personnellement au Maroc, et malheureusement qui touche beaucoup de personnes, je dirais aussi au Maroc et ailleurs aujourd'hui. Ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez que face à cette situation actuellement de crise, est-ce que l'évolution de la pensée islamique viendra forcément de l'intérieur ou aussi de l'extérieur? Est-ce que aussi les courants modernistes et les intellectuels modernes et tout le courant laïque n'a pas joué à un moment donné aussi avec le courant islamiste, notamment pendant les événements, les mouvements du février? Merci. Madame, je crois. Oui, merci. Je ne me suis pas trompé, c'est parce que j'y vois mal, excusez-moi. Oui, je suis bien une dame. Je suis bien une femme. Justement, en tant que femme et en tant que issue de l'immigration algérienne, je voudrais dire à M. Hassid tout le réconfort qu'il m'apporte, moi, avec l'analyse que vous faites de la situation, et notamment autour de deux questions fondamentales. La question de la liberté de conscience, question qui est un vrai dans la religion de nos parents, et la question évidemment du statut minoritaire de la femme. Alors, ces questions qui sont posées, elles sont fondamentales. Vous appelez de vos voeux une réforme. Évidemment que, comme toutes les autres religions, la question du tabou et de l'obscurantisme, ce n'est pas l'apanage de l'islam, on est d'accord, hein, il a fallu que toutes les religions fassent les pas. Le catholicisme n'est d'ailleurs
toujours pas aussi progressiste que certains catholiques voudraient qu'il soit. Ceci dit, moi, la grande question que vous posez à travers ça, même si elle est effectivement militante, et c'est ce militantisme-là que je salue, c'est comment fait-on lorsque un système religieux, qui est aussi un système social, qui aujourd'hui sert des positions, qui est la position de l'homme par excellence, comment, alors même que la religion est complètement imbriquée au système social, et ça c'est valable pour le Maroc certainement, mais pour tout le Maghreb et pour Chartres et toutes les nations qui font de la religion une religion d'État, comment cette réforme aujourd'hui, dans l'état actuel du clergé des églises ou des ulémas, les sachants en tous les cas religieux et leur lien intrinsèque avec le pouvoir, comment une chose pareille, une réforme est-elle possible? Ça poser une question en fait, de retour en arrière pour la société marocaine. Je pensais au système tribal où l'imam ne pouvait jamais être un chef de tribu. Un amra. Un amra, oui. Le talb ne pouvait jamais être un amra. Et est-ce que ça ne pouvait pas être un modèle sociétal, par exemple, issu de chez nous, sans aller chercher ailleurs, par exemple? Pour vous dire la breveté de ce que je vais dire. Donc, c'est... Est-ce que vous auriez une note d'optimisme d'après vos travaux? Le soleil. Je voulais juste dire deux choses. Plus fort. Je voulais intervenir, mais ce n'est pas tellement une question, mais simplement un commentaire. Pardon. Mais peut-être juste un commentaire sur l'analyse faite par M. Hassid. Je trouve que son exposé est très intéressant. Moi, j'ai retenu 2 points qui me paraissent essentiels. C'est, dans un premier temps, toutes les théories de développement au lendemain des indépendances dans ces pays, en Afrique du Nord et ailleurs, mettent l'accent sur l'économie. Si vous voulez, il faut construire des grandes usines, etc., pour sortir ces sociétés de ce développement et ces pays. Alors que l'analyse de M. Hassid est pertinente, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'on peut multiplier les facteurs, on va dire le contexte international, l'impérialisme américain, l'économie, la pauvreté, etc. Mais je crois qu'on peut multiplier autant de facteurs sans cerner et sans saisir précisément ce qui fait la clé d'explication des crises que traversent ces sociétés des pays du sud de la rive de la Méditerranée. C'est-à-dire le champ culturel. Les problèmes ne sont pas économiques, mais les problèmes sont culturels. Et là, M. Hassid a ciblé, je crois que c'est très pertinent comme analyse, parce que le problème n'est pas dans la pauvreté, n'est pas... Parce que quand on voit la richesse en Arabie Saoudite, quand on voit la richesse de l'Algérie, par exemple, pays qui a 200 millions de réserves de change, c'est un pays où on ne meurt pas de faim, etc. Mais l'intégrisme, la haine de soi, le rejet de l'autre bat son plein. Donc le problème est justement dans cette pensée. Il y a je crois, très rapidement, il y a 2 facteurs qui expliquent un peu ce retard et cette crispation. Le patriarcat et la pensée religieuse, parce que les uns se complètent. Le patriarcat, la culture patriarcale méditerranéenne, très ancrée notamment au Maghreb, et aussi la pensée religieuse qui n'a pas été rénovée. Je crois que M. Hassid a très bien touché du doigt ce qui fait mal dans ces sociétés. C'est exactement cela qu'il faut absolument revoir. Le deuxième point que j'ai relevé, qui me paraît également expliquer en grande partie la crise que traversent et qui secoue ces sociétés, c'est effectivement à les représentations qu'on se fait de nous-mêmes, du Coran, du musulman, etc. Le problème est à saisir à partir des cultures, à partir des représentations qu'on se fait de nous-mêmes, du musulman, etc. Et là, cette représentation-là pose effectivement un problème dans la mesure où on croit qu'il y a un islam. La pensée et l'analyse de M. Hassid nous montrent très bien que finalement il y a des islams avec un I minuscule. Il n'y a même pas un islam avec un I majuscule. Il y a des islams. Il y a autant d'islam que d'interprétations finalement. Et que la charia qui a été, et là il a très bien souligné, qui a été inventée au XIe siècle, un texte comme l'appelait Harpoun clos, complètement clos, et avec ce texte-là, on veut effectivement régenter les sociétés d'aujourd'hui. Donc il y a un vrai problème à ce niveau, et je crois que le fait de dire qu'il y a autant de versets qui peuvent justifier et légitimer la violence, que de versets qui peuvent justifier et expliquer la tolérance dans ceux,
montre très bien qu'il n'y a pas d'islamistes et d'intégristes et de fondamentalistes sur l'islam.